l'Ukraine et la Russie ont repris les négociations sur la guerre, qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs semaines. En particulier, aujourd'hui, l'Ukraine a mené des consultations par l'intermédiaire de médiateurs en Turquie et aux Émirats arabes unis pour relancer l'échange de prisonniers de guerre avec la Russie. C'est ce qu'a affirmé Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien. Selon lui, de nouveaux cycles de négociations auront lieu prochainement, peut-être même directement entre les Ukrainiens et les Russes. Et c'est là que réside le danger. Même Rustem Umerov affirme que les parties ont convenu, je cite, d'activer les accords d'Istanbul. Et qu'est-ce qui nous vient immédiatement à l'esprit? Ces fameux accords d'Istanbul sur lesquels Vladimir Poutine insiste constamment. En même temps, la question des négociations en général est redevenue d'actualité. Par exemple, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a affirmé que les grandes puissances devraient contraindre l'Ukraine, pas la Russie, à faire des concessions. En Turquie, ils ont déjà affirmé que les futures négociations pour mettre fin à la guerre se tiendront uniquement en Turquie. Dans le même temps, un proche allié de Donald Trump, le président finlandais Alexander Stubb, a qualifié l'échec des négociations entre Trump et Poutine à Budapest d'erreur stratégique de la part des Russes. Et il a ajouté qu'il ne faut pas s'attendre à un cessez-le-feu en Ukraine avant le printemps prochain, au minimum. Discutons ensemble du sujet des négociations, puisqu'il est redevenu si intéressant. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons et analysons ensemble ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pitchi News, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons l'actualité en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement payant de sponsor. Abonnez-vous en suivant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustem Umerov, a déclaré aujourd'hui que des négociations indirectes avec les Russes ont repris. Elles se déroulent par l'intermédiaire de médiateurs en Turquie et aux Émirats arabes unis. Et voici une citation d'Umerov qui a attiré un peu mon attention. À l'issue des négociations, les parties ont accepté d'activer les accords d'Istanbul. Il s'agit de la libération de 1200 Ukrainiens. Selon Umerov, des consultations techniques auront lieu prochainement pour fixer tous les aspects procéduraux et organisationnels. D'ailleurs, les autorités russes n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. Et c'est là qu'une confusion très dangereuse peut survenir. Il est très important ici de bien comprendre la rhétorique. Lorsque Rustem Umerov parle de l'activation des négociations d'Istanbul, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les négociations à Istanbul au printemps 2022, lorsque le Kremlin tentait d'obtenir la capitulation de l'Ukraine et la réduction des effectifs des forces armées ukrainiennes. Neutralité, statut de la langue russe, dénazification, démilitarisation, etc. Après l'échec de l'accord d'Istanbul, Vladimir Poutine a poursuivi la guerre à grande échelle, revenant sans cesse à ses exigences, que l'Ukraine cède des territoires, se désarme, renonce à rejoindre l'OTAN et adopte des lois inspirées du Kremlin. Et donc, quand Umerov dit aujourd'hui d'activer les accords d'Istanbul, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont justement les négociations de 2022, mais en réalité, ce n'est pas si effrayant. En fait, cette année, déjà en 2025, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les négociations entre Ukrainiens et Russes se sont de nouveau intensifiées, à Istanbul. Vous vous rappelez toutes les interventions sauvages de Medinsky au printemps dernier? Ainsi, la Russie et l'Ukraine sont convenus d'effectuer un échange de prisonniers selon la formule 1200 contre 1200 dès le 23 juillet, à l'issue du troisième cycle de nouvelles négociations à Istanbul. Mais, à mon grand regret, cet accord n'a toujours pas été entièrement respecté jusqu'à présent. Le 24 août, les deux parties se sont échangées, 146 prisonniers chacune, et le 2 octobre, 185 chacune. De plus, la Russie et l'Ukraine ont chacune rendu 20 civils. Aucune information n'a été donnée sur de futurs échanges. Et, malheureusement, il n'y a pas eu d'échange de 1200 contre 1200. Bien que les Russes aient transformé cette histoire en une propagande sanglante particulière, affirmant que le Kremlin aurait remis à l'Ukraine des milliers, littéralement des milliers
de défenseurs ukrainiens vivants et morts, alors que, selon le Kremlin, l'Ukraine n'aurait pas remis un tel nombre, prétendument parce qu'il n'y aurait personne à remettre. Rappelez-vous, je vous ai parlé sur cette chaîne YouTube du journal italien Corriere della Sera. A refusé de publier l'interview du chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, car ses propos étaient mensongers et manipulateurs. Le journal a dit ceci. Écoutez, si nous devons expliquer chaque déclaration de Lavrov parce que c'est un mensonge et une manipulation, alors ce ne sera plus un journal, mais un énorme magazine ou une encyclopédie. C'est pourquoi il n'y a absolument aucun sens à publier tous ces mensonges. Et c'est alors que le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est vexé et a déclaré que c'était une censure flagrante. Et finalement, ils ont publié cette interview de Lavrov sur leur site web. Donc dans cette interview, Lavrov a cyniquement et mensongèrement déclaré que, soi-disant, à partir du début de 2025, la partie russe aurait remis à l'Ukraine plus de 9000 corps de soldats dans des forces armées ukrainiennes tués. Dans le même temps, selon lui, Kiev n'a rendu à Moscou que 143 corps de militaires russes. Et ensuite, Sergueï Lavrov a déclaré de manière manipulatrice que, soi-disant, on ne parle généralement pas publiquement des pertes sur le champ de bataille, et il a proposé de tirer soi-même des conclusions à partir des chiffres présentés. Il a insinué que la Russie avait rendu à l'Ukraine plus de 9000 corps de héros tombés au combat, tandis que l'Ukraine n'avait remis que 143 corps, laissant entendre qu'en 2025, il n'y aurait soi-disant pas eu plus de morts. Et maintenant, l'Ukraine et la Fédération de Russie ont repris les négociations sur de véritables échanges et non ceux dont ils parlent de manière cynique. Et revenons aux négociations d'Istanbul cette année. Les rencontres d'Istanbul n'ont apporté aucune avancée dans le processus de fin de la guerre. Et le 12 novembre, la veille, Sergueï Kislitsia, vice-ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, a annoncé la suspension des négociations de paix avec les Russes. Il a souligné qu'il est impossible de mener des discussions fructueuses avec une délégation représentant un dictateur, car elle dispose d'un mandat très strict et doit défendre la position qui lui a été imposée. Dans le même temps, l'Ukraine n'a pas réussi à obtenir de ses partenaires internationaux un renforcement de la pression sur le président russe Vladimir Poutine afin qu'il accepte une rencontre en personne avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je rappelle que les négociations en Turquie ont eu lieu en mai, juin et juillet. L'Ukraine a plaidé pour un cessez-le-feu inconditionnel et l'arrêt des frappes contre les infrastructures civiles. La délégation russe, dirigée par l'assistant du dictateur Vladimir Medinsky, n'a pas accepté la trêve et a réitéré les exigences maximalistes de Poutine, qui souhaite obtenir un contrôle total, le contrôle sur 5 régions occupées et la limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes. Après l'interview de Kislitsia, le ministère russe des Affaires étrangères s'est dit prêt à reprendre les négociations bilatérales en Turquie, précisant que la décision revenait à l'Ukraine. Ils ont ajouté que Kiev n'a pas répondu à la proposition de créer 3 groupes de travail dans le processus d'Istanbul. Kislitsia, en évoquant cette initiative, a souligné que les Russes allaient proposer de créer des groupes sur WhatsApp, juste 3 groupes sur WhatsApp pour y échanger des messages en ignorant les tentatives de discuter sérieusement. Et il faisait cela pour convaincre les États-Unis du succès des négociations et éviter « Regardez, nous échangeons sur WhatsApp, tout va bien ». Le 15 novembre, Hakan Fidan, chef de la diplomatie turque, a annoncé que la guerre en Ukraine touchait à sa fin. Il a souligné que le pire moment était survenu lorsque les 2 camps visaient l'étau la destruction des infrastructures de transport et d'énergie de l'autre. Et voici sa citation. « Une situation d'impasse s'est créée. Personne ne peut avancer nulle part, rien ne peut se passer. » Et selon lui, les dirigeants européens, en particulier ceux qui ont visité Ankara, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Merz, partagent un avis similaire. Et aujourd'hui, le président finlandais Alexander Stubb a déclaré que l'annulation de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dictateur russe chauve Vladimir Poutine à Budapest est une erreur stratégique de la part de la Russie. Cette décision d'annuler la rencontre entre Trump et Poutine a été prise après une conversation téléphonique entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères. Stubb a souligné que pendant cette conversation, Rubio a compris que les Russes n'avaient pas cédé d'un iota. Cela signifie donc qu'il n'y a aucun intérêt à placer le président Trump dans une situation où il n'obtiendra ni accord ni quoi que ce soit d'autre. Citation, « L'annulation de la rencontre a été un autre exemple d'erreur stratégique de la part des Russes. Ils avaient une opportunité et ils l'ont manquée. » De plus, Stubb pense également qu'il est peu probable que l'Union européenne ouvre un canal de communication direct avec Poutine dans un avenir proche. Et après,
Il a dit qu'un cessez-le-feu en Ukraine n'aurait sans doute pas lieu avant le printemps. Il ne croit pas non plus que de véritables négociations de paix commenceront cette année. C'est pourquoi Stoup a appelé les dirigeants européens à envisager d'augmenter le soutien financier et militaire à l'Ukraine. Je vais terminer cette édition par les propos de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il pense que la guerre en Ukraine peut vite se terminer. Pour cela, l'Union européenne dispose de suffisamment de leviers d'influence, et l'Union européenne doit inciter l'Ukraine à la paix, et non la Russie. Viktor Orban a déclaré que le soutien économique et politique de l'Union européenne est d'une importance cruciale pour l'existence de l'Ukraine. C'est pourquoi il suffit simplement de retirer tout soutien à l'Ukraine, et alors Kiev capitulera tout simplement, et la guerre prendra fin. Voici la recette proposée par Viktor Orban. Et après cela, Viktor Orban niera qu'il n'est qu'un simple garçon de course du Kremlin. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.